Alors d'abord, on a sous-estimé la nouveauté que représentent les conflits d'aujourd'hui, et notamment ceux qui se sont développés après 1989. Les conflits auxquels nous avons été habitués dans notre histoire des relations internationales sont des conflits liés à la compétition entre États européens de même poids, de même force, de même niveau. Et c'est dans cette ambiance que Clausewitz avait forgé sa notion de guerre qui repose sur l'idée d'un ennemi clair, d'un ennemi frontal, d'un ennemi qui dispose d'un territoire, d'un État, d'une armée, qui a une politique, qui a une stratégie, qui a un intérêt à passer de la paix à la guerre et ensuite de la guerre à la paix. Toute cette grammaire est obsolète et les formes nouvelles de conflictualité se distinguent par le fait d'abord qu'elles émanent davantage des acteurs sociaux que des acteurs politiques des États qui n'existent pas pour la plupart, des gouvernants ou des armées. Ce sont des réseaux entrepreneurs de violence, sans cadre territorial précis, sans cet écran géopolitique, cet écrin géopolitique qui caractérise l'ordre clausewitzien, nous avons donc affaire à une toute autre grammaire. Si vous prenez le cas du Sahel, les choses sont particulièrement claires. Ce qui domine actuellement dans toute cette partie de l'Afrique, c'est l'absence de frontières. Le fait que les États ne sont pas en mesure de respecter les frontières, que des bandes, des acteurs de toute nature, économiques, culturels, religieux, communautaires, viennent ainsi se déplacer d'un espace étatique à un autre, qui nous met bien loin de l'idée clausewitzienne de terrasser, pour le citer, un ennemi frontal. Oui, dans l'essence même de ces interventions, c'est très clair. D'ailleurs, le propre de l'intervention, c'est de dépasser ce principe, c'est-à-dire que dans l'intervention, il y a de manière plus ou moins implicite l'idée que la gouvernance mondiale appartient à un petit nombre de puissances, en l'espèce les puissances occidentales, que celles-ci s'érigent dans le rôle de gendarmes du monde, donc ont comme une mission d'intervenir un peu partout dans le monde, de rétablir l'ordre, l'ordre tel que ces puissances, bien entendu, viennent à le définir. On est donc très loin de l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais il y a peut-être une idée encore plus profonde derrière cette remise en cause. C'est que, à la base de ces conflits, généralement, il y a un défaut de contrat social. Les pays dans lesquels on intervient, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse de la Centrafrique, mais qu'il s'agisse aussi bien de l'Irak ou de l'Afghanistan, sont des pays qui souffrent d'un défaut de contrat social, où aucun contrat social n'a été jamais réellement construit. Et donc, intervenir militairement, c'est considérer qu'une armée extérieure peut se substituer au défaut de contrat social. Et ce défaut de contrat social, de toute façon, nous savons très bien qu'il ne peut en aucun cas être pallié par l'usage de la force et surtout de la force extérieure. Donc, quand on repose le problème du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on met au centre de sa réflexion une idée qui paraît bien simple, c'est que seuls les acteurs locaux peuvent décider de leur propre destin. Ce n'est pas un choix politique ni éthique, c'est un choix de réalité sociologique, en quelque sorte. Le fameux proverbe Bambara, que je cite souvent, rappelle qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Ça, c'est le principe des interventions extérieures. On va raser la tête de quelqu'un, non seulement sans lui demander son avis, mais presque comme s'il n'était pas là, comme si on pouvait le faire par procuration, ce qui voue l'initiative à l'échec. C'est, je dirais, la mauvaise direction qui a été prise depuis 1989. Avant, dans le contexte de la bipolarité et de la guerre froide, l'idée de punition était accessoire ou secondaire, puisque les deux puissances qui se faisaient face, l'URSS et les États-Unis, le bloc occidental et le bloc soviétique, étaient de capacité
en tous les cas militaires, à peu près égales, et donc la punition n'entrait pas en ligne de compte. On ne cherchait pas à punir celui d'en face, on cherchait à le contenir. Avec le déséquilibre formidable des forces et des puissances qui est intervenu avec la fin de la guerre froide et la disparition de la bipolarité, ayant un petit en face, et un petit qui, parce qu'il est petit, a tendance à ne pas respecter les règles, les normes, les coutumes de la vie internationale, on cherche à utiliser sa puissance davantage pour punir que pour contenir. Et ça, c'est une véritable rupture, une rupture infiniment dangereuse, parce que de la punition dérive l'humiliation, de l'humiliation dérive la volonté de revanche, et effectivement cet engrenage de la violence auquel nous assistons depuis quelque temps. Alors, n'oublions quand même pas une chose, c'est que la diplomatie, elle n'est pas faite pour punir, elle est faite pour établir des ponts, pour essayer de surmonter des différends. Ce n'est pas en mettant au coin un État récalcitrant ou un gouvernement que l'on n'aime pas que l'on pourra résoudre les problèmes.